Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Bon, alors, autre jour, autre rebondissement pour le conflit au Moyen-Orient. Après plusieurs jours d'incertitude, voilà que, en tout cas, les dépêches qui nous proviennent du Moyen-Orient tentent de parler d'un accord entre Oman et l'Iran sur la gestion du détroit d'Ormuz. Quand même positif dans ce cas-ci. Si ça se concrétise, je suis extrêmement prudent parce que on n'en est pas à un revirement de situation près dans ce dossier-là. Georges Mercier est analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Est-ce que cette fois est la bonne? Écoute, en tout cas, c'est une drôle de semaine. Tu sais, depuis qu'on a commencé la saison, on a eu des semaines de bombardement, on a eu des semaines de négociations officielles, là, on a des semaines de négociations officieuses, donc derrière les portes closes. Ça, on a une entente, mais il n'y a personne qui dit qu'il se parle. Ben, c'est ça, puis on n'est même pas sûr que les Américains font partie de cette entente-là. Là, ce qui s'est précisé hier, c'est que Oman et l'Iran, les deux pays des deux bords du détroit, se seraient entendus sur les coordonnées géographiques d'une nouvelle voie de passage, mais qui passerait largement dans les eaux territoriales iraniennes. Donc, ça concrétiserait le contrôle des Iraniens sur le trafic dans le détroit de Hormuz. Essentiellement, les Iraniens veulent contrôler les navires qui peuvent entrer dans le golfe Persique, donc avoir un droit de veto essentiellement sur qui peut aller chercher du stock là-bas, et les Omanais pourraient surveiller qui en sort. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre nouvelle où on nous dit que les Iraniens voudraient charger un frais d'opération de 5% environ de la valeur marchande des navires qui passent. C'est potentiellement gigantesque, 5% de navires qui sont parfois immenses et qui ont des immenses quantités de pétrole, de gaz, d'engrais, de choses comme ça. Donc, c'est à voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est est-ce que cet accord-là, c'est celui auquel réfèrent les Américains? Parce que du côté iranien, on nous dit quand même il n'y aura pas réouverture du détroit si les Américains maintiennent leur blocus sur nos ports. Donc, on verra si le président américain est tellement désireux de s'en sortir de ce conflit-là qu'il accepte de donner cette immense concession-là aux Iraniens, parce que je le rappelle quand même, ce serait une immense concession qu'ils puissent contrôler la navigation d'une certaine manière dans cette région-là du monde. Je te repose encore une question qui m'habite depuis le début de ce conflit-là. Ça aura servi à quoi? Parce que là, en principe, on est allé là, nous autres, pas nous autres, les Américains sont allés là pour dire, là, il y a une menace nucléaire, il faut intervenir, il faut changer de régime. Et là, la menace nucléaire, aux dernières nouvelles, toujours pas réglée, cette affaire-là. Puis après ça, le détroit d'Ormuz, qui n'était pas un enjeu tant que ça, là, après ça, les Iraniens auraient ce fameux frais de 5%. Là, moi, je regarde ça objectivement. On est pire qu'avant l'intervention. Non? Écoute, Alex, au risque de paraître naïf, je vais te faire une confidence. Moi, au début de ce conflit-là, je faisais partie des optimistes. Puis j'achetais pas la ligne qui était majoritaire dans les médias, comme quoi ça allait nécessairement pas fonctionner, nécessairement les Américains allaient s'embourber là-bas. Mais là, dans les dernières semaines, ça commence à être vraiment difficile. Il faut vraiment faire preuve de créativité pour voir comment ils vont s'en sortir. Parce que, essentiellement, tout ce qu'ils avaient fait d'un point de vue militaire sans engager les troupes américaines. Puis on sait qu'on est super réticent à mettre en jeu dans la vie de soldats américains. Parce qu'il y en a déjà qui sont morts. Là. Oui, même s'il n'y a pas eu de bottes au sol. Non, c'est ça, mais il y en a une 17, je pense, 17 ou 20. Donc, c'est pas immense les pertes de soldats. Bon, mais tout ce qu'on a fait avec des missiles, des drones, des intercepteurs, on l'a fait d'une certaine manière du côté américain. Puis, paradoxalement, ce à quoi la guerre a mené, c'est un renforcement du régime à Téhéran. On a des gens, des Iraniens qui sont vraiment, j'allais dire, arrogants d'une certaine manière aujourd'hui. En fin de semaine, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères qui a dit clairement aux ministres des autres pays de la région, écoutez, si les Américains nous refrappent, nous allons frapper vos infrastructures énergétiques, nous allons frapper vos champs de pétrole, vos champs de gaz. Et les Iraniens sont très astucieux ici parce que ce qu'ils parviennent à faire comme ça, c'est ajouter de la pression sur les États-Unis en faisant en sorte que leurs alliés dans la région les contraignent eux-mêmes. Donc, la position américaine est super compliquée. Bon, on parle toujours des élections de mi-mandat. Je ne sais pas si c'est le facteur le plus déterminant, mais là, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que cette semaine, les prix du pétrole ont fortement baissé, se stabilisent, et ça donne un incitatif à Donald Trump, dont on sait à quel point il est sensible à ces cours-là. En tout cas, les Iraniens disent la balle est maintenant dans le camp des Américains, savoir que là, si le blocus naval est maintenu, ça ne pourra pas aller de l'avant. Quand même bien hâte de voir ça. Est-ce que tu sens quand même... disons, un excès de confiance de la part des Iraniens, là. Les trouves-tu un petit peu plus, bombant le torse, menaçant? Trouves-tu, souvent, il y a une expression que toi me dis, vous n'avez pas les cartes en main pour faire vos confiants, là. Est-ce que tu sens une espèce de changement dans le momentum? Ça dépend comment on regarde les choses. Parce que si l'ambition du régime iranien, c'était de survivre, il a survécu, puis donc il a raison d'être confiant à ce compte-là. Si l'ambition d'un régime politique, quel qu'il soit, c'est de faire croître son économie, d'assurer des
service à sa population, de s'assurer que sa population est contente, le régime iranien ne va pas bien, parce que les fondamentaux du conflit, eux, ils n'ont pas changé. L'inflation alimentaire est à 3 chiffres, le taux de chômage explose, l'économie se contracte. La guerre aux Iraniens aura fait des centaines de milliards de dollars de dommages. Éventuellement, viendra un moment où il va falloir adresser, en bon français, tous ces problèmes-là en Iran. Est-ce que le régime se rend compte de l'ampleur de la tâche qui s'en vient? Peut-être pas, parce qu'un autre élément fondamental, c'est qu'on a un régime tendanciellement divisé en Iran. Vous avez des gens plus extrêmes qui veulent vraiment pas faire de concessions. Vous avez des modérés qui regardent l'économie, qui disent, ben là, on a besoin d'un accord, là, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Puis, vous avez des gens qui veulent vraiment un accord coûte que coûte, qui seraient prêts à signer aujourd'hui avec les Américains. À Cuba, Trump avait dit, en revenant du Moyen-Orient, on va peut-être faire un petit crochet par Cuba. Là. On va aller voir ce qui se passe là. On va peut-être régler bien des problèmes. Le New York Times, Georges, nous rapporte un peu tous les efforts de déstabilisation du pouvoir de l'île de Cuba. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut toujours distinguer les annonces du président américain qui, il parle fort, il dit de grandes choses, ça ne se concrétise pas toujours, de ce qui se fait en coulisses. Et là, ce qu'on apprend, c'est que la CIA a remis sur pied une cellule spécifiquement destinée à déstabiliser le régime à Cuba, comme on a vu dans les années 60, essentiellement. On a d'ailleurs replacé Cuba comme une priorité 1 au niveau du renseignement américain. Donc, il y a vraiment un effort qui se fait au sein de l'administration pour appuyer les ambitions du président. Et là, ce qu'on chercherait à faire, c'est créer des fissures dans le régime cubain. On veut essentiellement favoriser des modérés qui seraient prêts à offrir un accord aux Américains qui serait satisfaisant et les séparer, disons, des gens qui maintiennent la ligne dure. Mais si c'est rendu une politique officieuse, forcément parce que c'est une agence de renseignement, mais une politique officielle de la CIA, finalement, de mettre ça en place, ça nous montre qu'il y a un vrai investissement américain dans la question cubaine, qu'on y tient et qu'on est prêt à déployer les ressources pour parvenir à nos fins, peu importe ce que dit Donald Trump. Donc, ça marche en coulisses. Merci beaucoup, Georges. Merci, Alex.